Bonjour à tous et merci de votre fidélité au 6h30 sur RTI1, la chaîne qui rassemble. En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane célèbre la fête du Ramadan ou l'Aïd el-Fitr ce dimanche 30 mars 2025. Après l'observation du croissant lunaire à Bondoukou par plusieurs fidèles et également à Koïmon dans la commune du Worofla. Nouvelle confirmée par le COSIM et le CODIS. Il faut rappeler que l'Aïd el-Fitr est la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Elle est célébrée le premier jour du mois de Shawwal. Elle est aussi parfois appelée Aïd as-Segir, la petite fête, par opposition à l'Aïd el-Kébir, la Tabaski ou la grande fête. Excellente célébration donc à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Nous poursuivons ce temps d'information en nous rendant à Houston où en marge du Forum international de l'énergie, le CERA-E8, le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly a initié une rencontre avec les Ivoiriens de cette zone. Cet échange a donc permis de mobiliser les compétences de la diaspora ivoirienne du secteur des hydrocarbures, des mines et de l'énergie. Objectif, un appel vibrant à leur retour au pays afin de profiter de la loi sur le contenu local et surtout contribuer au développement. Envoyé spécial à Houston, Jean-Luc Gbangbo, Lamine Dramé. C'est une salle comble qui a répondu à l'invitation du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie en marge du CERA-WIC, le Forum de l'énergie mondiale à Houston. Au premier rang de cette audience attentive, des ingénieurs, des experts en hydrocarbures, des professionnels de l'énergie en formation pour certains ou installés depuis plusieurs décennies aux États-Unis pour d'autres. Dans un dialogue ouvert, sans détour, le ministre leur a transmis un message clair. La Côte d'Ivoire a besoin d'eux. Avec les découvertes récentes dans le secteur des hydrocarbures, le pays s'apprête à franchir une nouvelle étape de son développement énergétique sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. La vision actuelle, c'est vraiment d'essayer de gérer nos ressources extractives différemment. Il faut savoir que notre pays a bénéficié de personnes bien formées comme vous. Et c'est pour cela que nous devons mettre à contribution toutes les ressources humaines, y compris celles qui sont en dehors du pays. Les expatriés, s'ils se disent prêts à répondre à cet appel, posent des préoccupations, une meilleure intégration professionnelle et un environnement propice à leur retour. C'est pas facile de se dire qu'au bout de 20 ans, 25 ans, on peut rentrer facilement au pays et avoir en fait une adaptation facile, changer nos habitudes, mais je pense que c'est possible. Il faut que les conditions soient réunies, il faut que les objectifs soient définis. Le message du ministre semble avoir trouvé un écho favorable et les perspectives d'une implication plus forte de cette diaspora hautement qualifiée dans le secteur énergétique ivoirien sont désormais ouvertes. Je pense qu'il y a aussi eu un appel patriotique auquel, bien sûr, nous sommes très sensibles. Et je pense que notre communauté s'est toujours tenue prête, mais a fait écho d'un manque d'informations. Et nous pensons qu'aujourd'hui, cette rencontre est le début d'une collaboration qui va permettre un rapatriement des cerveaux ivoiriens dans le domaine du pétrole, de l'énergie et des mines. Pour ces expatriés, l'appel de la mère patrie résonne aujourd'hui avec plus de force que jamais. Retour ici en Côte d'Ivoire où plus de 40 000 clés ont été déjà remises, mais le déficit de logement perdure. Et même si la demande est en chemin quasi permanent, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est déterminé à trouver une meilleure réponse à la problématique du logement, notamment social. À cet effet, donc, le directeur général du logement et du cadre de vie a présenté ce mercredi à Abidjan les acquis et levé un coin du voile sur le plan gouvernemental pour faciliter l'accès à la propriété au plus grand nombre d'Ivoiriens. Le témoignage de Lassine Bakayoko. Au cours des échanges, le directeur général du logement et du cadre de vie a tenu à faire la différence entre les 150 000 logements du programme présidentiel et les 25 000 logements du programme d'urgence. Le programme présidentiel, dit-il, vise une accession directe à la propriété avec des crédits hypothéqués sur des montants allant de 12 à 25 millions de francs CFA. Le résultat, c'est qu'on a des villes nouvelles. C'est-à-dire que grâce au programme des logements sociaux, pour ceux qui connaissent Songon 10 ans en arrière,
avec le programme des logements sociaux et la route de Dabou, il y a un changement fondamental. On a fait des villes nouvelles. Modeste était un petit campement, quasiment une vicie pour ceux qui connaissaient Bassam. Aujourd'hui, quand vous arrivez à l'entrée de Bassam, avec la cité Italia, c'est-à-dire le programme de logements sociaux, Modeste a complètement changé. 40 000 logements ont été construits dans le cadre du programme présidentiel. Les dernières remises des clés en février 2025 ont vu 4 605 bénéficiaires recevoir leur logement, notamment à Benjerville, Bassam et à Tekoubé. Quant au programme d'urgence, il vient combler les retards concédés par le programme présidentiel et repose sur un modèle de location-vente nécessitant une implication financière plus importante de l'État. Déjà, 113 milliards de francs CFA ont été mobilisés auprès des partenaires financiers internationaux. On crée avec la BCAO, avec les banques, un environnement pour permettre aux promoteurs d'emprunter dans les mêmes conditions que l'État, c'est-à-dire 2,5%, 5 ans de différé, 25 ans de maturité, donc délai de remboursement. C'est vers ça qu'on veut aller. Donc nous-mêmes on commence et les promoteurs immobiliers prennent le relais. Célestin Kouala avertit que les mauvais promoteurs immobiliers seront purement et simplement remplacés. L'orange blanc et vert encore une fois sur le toit du monde. Le 11 septembre 2024 à Houston, dans l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, le docteur Traoré Bakary a reçu le prix du meilleur expert dans la catégorie innovateur en matière des conseils d'administration et de gouvernance du prix moderne. Et il faut souligner que cette distinction fait de l'Ivoirien le premier Africain à recevoir ce prix. L'expert entend mettre son expérience au service de la terre des Burnis, Davis Yeo. Il est le premier Ivoirien et Africain à être désigné meilleur expert dans la catégorie innovateur en matière de conseil d'administration et de gouvernance du prix moderne. Dr Traoré Bakary, expert en gouvernance, en responsabilité sociale des entreprises et d'éthique, entend faire profiter à la Côte d'Ivoire son expertise. Nous essayons depuis quelques années d'apporter notre modeste contribution en matière de gouvernance. Donc ce prix peut-être indique qu'on a la possibilité d'apporter encore plus. Il faut des comités de gouvernance dans les conseils et il faut des jeunes formés pour faire le secrétariat qui connaissent la gouvernance, pour soutenir le président du conseil, pour soutenir les comités de gouvernance. Former les jeunes, mettre en place un dispositif périodique de gouvernance, améliorer le cadre de gestion d'entreprises du secteur privé et public, quelques propositions de l'expert pour faire bouger les lignes. C'est à Houston, dans l'État de Texas, aux États-Unis d'Amérique, que Dr Traoré Bakary a reçu le prix du meilleur expert dans la catégorie innovateur en matière de conseil d'administration et de gouvernance du prix moderne. Un reportage signé plutôt Davis Oyo. Et toujours en Côte d'Ivoire, à la page éducation, la DECO a organisé une journée porte ouverte pour expliquer le processus des examens. À travers des stands, enseignants, élèves et parents ont découvert chaque étape de la préparation des épreuves à la gestion des résultats. Aminata Sanogo et Jean-Marc Djadji y étaient. Une journée porte ouverte à la DECO. La direction des examens et concours ouvre ses portes à sa principale cible, les élèves. L'objectif derrière cette action est d'expliquer chaque étape du processus de l'inscription des candidats à la proclamation des résultats. Madame le ministre a donc décidé de permettre qu'un pan des activités, surtout celles qui ont un rapport avec les procédures de demande et d'obtention, n'est-ce pas, des diplômes, d'homologation des diplômes, que cette procédure-là soit expliquée aux usagers, de même que les procédures d'inscription aux différents examens, concours. On espère qu'au sortir de cette journée, il n'y aura plus d'ambiguïté et chacun saura ce qu'il y a à faire, à quel moment venir chercher son parchemin. Et c'est ainsi que nous atteindrons la qualité recherchée par Madame le ministre de l'Éducation nationale. Un atelier est ouvert sur le thème « Lutte contre les fraudes aux examens » pour permettre à tous de comprendre les méthodes de détection et les sanctions prévues. Une journée qui a permis à tous de mieux saisir les mécanismes derrière l'organisation des examens en Côte d'Ivoire.
Et pour cette Côte d'Ivoire en marche, le service civique du pays se renforce pour mieux encadrer la jeunesse et favoriser surtout la cohésion sociale. Invité à la tribune d'échange Tout Savoir Sûr, organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale, le directeur général de l'Office du service civique national, Amara Coulibaly, a mis en lumière les avancées du dispositif et les perspectives. Des échanges qui ont permis de mieux comprendre les enjeux du service civique et d'encourager surtout les actions en faveur de l'insertion et de la formation des jeunes en Côte d'Ivoire. Astou Soro, Godefroy Okamawa. L'Office du service civique national s'engage à faire du service civique un véritable outil de transformation sociale. C'est ce qu'a affirmé son directeur général, Amara Coulibaly, lors de son intervention à la tribune Tout Savoir Sûr, une plateforme d'échange initiée par le CICG. L'Office a pour mission d'accompagner les jeunes en situation de vulnérabilité. Pour renforcer cet accompagnement, son budget a connu une augmentation significative ces dernières années. Le budget de l'Office du service civique national est passé de 661 millions en 2018 à 13 329 627 440 francs CFA pour ce qui concerne 2025. Cela traduit justement la volonté politique de mettre en avant la formation civique et citoyenne des jeunes. À ce jour, des actions concrètes ont été menées et d'autres initiatives sont en cours pour répondre aux défis de l'insertion et de la formation des jeunes. Depuis 2018, nous avons mis en place plusieurs centres de services civiques à travers le pays, notamment à Bembresso, Boaké, Guédipo et Gengreni. Pour amplifier notre impact, l'État a récemment validé la construction de 10 nouveaux centres, chacun ayant une capacité d'accueil de 1000 jeunes pour un investissement global de 26,6 milliards de francs CFA. 3 nouveaux centres à Arzopé, Daloa et Korogo seront également disponibles dans les mois à venir, qui seront répartis sur tout le territoire national, permettant de former 14 000 jeunes par an. Le service civique s'impose comme un levier clé pour la jeunesse et la cohésion nationale. Créé en 2007, l'Office du service civique national continue d'étendre ses actions pour favoriser l'insertion et l'engagement des jeunes. Hors de nos frontières, situé dans l'est du Burkina Faso, le camp militaire de la ville de Diapaga a été pris d'assaut par un groupe terroriste armé dans l'après-midi du vendredi 28 mars. Et si le bilan humain est très lourd, une cinquantaine de morts parmi les soldats et leurs supplétifs des volontaires pour la défense de la patrie VDP, l'armée a aussi perdu des armes et des munitions dans l'attaque. Après en avoir récupéré une partie, les assaillants ont mis le feu au reste du matériel. Au Gabon, alors que la campagne électorale pour l'élection présidentielle a débuté hier samedi 29 mars, plusieurs organisations de la société civile, partis politiques et autres regroupements continuent d'adhérer au Rassemblement des bâtisseurs. Ce mouvement porte la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et puis terminons ce temps d'information aux États-Unis d'Amérique de Donald Trump, où M. Vaccin a été poussé à la démission et il n'a pas mâché ses mots en quittant la FDA, l'Agence américaine des médicaments. Dr Peter Marks a tout simplement dit que l'agressivité du secrétaire à la santé Robert Kennedy était irresponsable et posait un danger au public. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci de nous avoir suivis. Moi, je vous souhaite une excellente célébration du Ramadan à la communauté musulmane en compagnie des programmes du groupe RTI, particulièrement RTI 1, la chaîne qui rassemble.